L'échiquier international, bienvenue à vous. El Jabalia en feu et en flammes, bilan provisoire fait état de 100 morts palestiniens. La désescalade n'est pas à l'heure du jour sur l'horloge de la communauté internationale. Et jugez-en vous-même, plus de 19 000 morts, au moins sans compter les corps encore enfouis sous les débris, 7 000 enfants selon l'ONU au sein de cette zone sinistre qui est devenue Gaza, des bombes et autres missiles chargés pour faire un maximum d'impact. Par conséquent, le discours consistant à dire que la mission des militaires sionistes n'aurait pour but que d'éliminer avec des moyens militaires précis seulement des membres du Hamas, c'est un discours un peu fallacieux, c'est un euphémisme. Et d'un autre côté, certains intervenants sionistes sur les plateaux de télé occidentaux expliquent, toute honte bu, que l'objectif est de créer un désastre humain à Gaza pour enfin reconstruire à nouveau. Mais que faire des 2 millions de Palestiniens dont une bonne partie a quitté son foyer? C'est la grande question que nous poserons à notre invité du jour. On évoquera également la résistance palestinienne qui semble plus tenace et âpre que prévu, et surtout le 3e ticket présidentiel validé pour Abdel Fattah al-Sisi, c'est en Égypte, et les éventuels changements sur la région, et plus particulièrement concernant la Palestine occupée. À tout de suite pour le début des échanges. Comme on vient de le dire, l'objectif du sionisme est de remettre le projet d'un État palestinien aux calendes grecques, du mot même du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou, qui n'a jamais caché sa volonté de saper tout début de commencement de fondation d'un quelconque État palestinien. Le vecteur du logiciel sioniste est la colonisation de l'autre en faisant fi de son existence. On en parle ainsi que plusieurs autres sujets connexes avec notre invité du jour, Anis Mouraï, animateur radio à Tunis, journaliste et surtout analyste politique. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. De grandes salutations pour le peuple algérien, frère. Salutations, c'est un plaisir de vous recevoir, Anis Mouraï. Donc on le disait, plus de 70 jours de bombardement sur Gaza, presque 19 000 morts au moins. Quel que soit le futur, tôt ou tard, on s'attend à un cessez-le-feu. Mais cette séquence laissera forcément des traces sur le long terme, sur la conscience palestinienne. Les prochaines années s'annoncent difficiles pour le combat de haute intensité. Qu'en pensez-vous, Anis Mouraï ? Alors, je pense qu'actuellement, le plus important, c'est de parvenir à arrêter cette machine de guerre incroyable qui est en train d'être exercée par l'entité sioniste. La résistance palestinienne est en train de montrer de jour en jour qu'elle s'est bien préparée donc pour cette guerre, et que finalement, donc le problème, c'est le problème des martyrs. Alors, vous avez évoqué le chiffre de 19 000, mais aujourd'hui, donc les chiffres donnés par le ministère de la santé palestinien, donc on a dépassé les 20 000 morts décomptés, 20 000 martyrs donc qui sont décomptés. En outre de ce que vous avez dit aussi, les gens qui sont sous les débris, les gens qui ont péri dans des circonstances incroyables. Je pense que finalement nous nous retrouvons dans un cul-de-sac, passez-moi l'expression, dans la mesure où l'entité sioniste aujourd'hui n'a de solution de rechange que d'aller vers l'avant pour sauver un peu le cabinet de guerre formé par cette exécrable formation politique du Likoud et de l'extrême droite, Ben Gvir et les autres, donc Gallant et les autres. Et donc aujourd'hui, je pense que toute la question est de savoir quand est-ce que cette guerre va s'arrêter. On est en train de remarquer une sorte de banalisation un peu de cette guerre-là, avec tous les effrois que nous avons vus, avec toutes les images incroyables donc, que nous sommes en train de voir de nos martyrs. Je dis nous parce que ce sont nos martyrs donc en tant que peuple arabe, ou ce qui reste donc de ce peuple arabe. Mais finalement, toute la question... Et je pense qu'il va y avoir donc des prémices de changement dans les heures qui viennent, surtout avec la possibilité d'adopter une nouvelle trêve. Je sais qu'aujourd'hui donc le directeur donc de la CIA est dans la région en train de négocier avec les parties égyptiennes, les parties qataries et la partie de l'entité sioniste la possibilité donc d'avoir une trêve très enfin il y a quelques heures, il y a 1 heure à peu près,
donc la résistance, le Hamas, vient de publier une vidéo dans laquelle trois seniors, trois personnes âgées, des compatriotes, enfin leurs compatriotes donc de l'entité sioniste, qui appellent, ce sont des otages donc du Hamas, qui appellent Netanyahou en lui disant: nous avons bâti cette entité sioniste et on ne veut pas mourir ici sous les déluges de vos bombes. Et donc je pense que aujourd'hui nous sommes dans une phase de demande de trêve, mais qui va annoncer cette trêve-là? C'est toute la question, puisque l'entité sioniste ou le cabinet de guerre chez l'entité sioniste veut s'offrir un simulacre de victoire, et aujourd'hui le Hamas est en train de l'emporter haut la main devant donc un monde qui reste incrédule face à ce qui arrive. Donc, quand on voit les bombardements, l'intensité des bombardements, il s'agit surtout de créer une sorte de chaos à rasa, faire tabula rasa, pour construire de nouveau. C'est ce que disent certains officiels sionistes. Ça nous rappelle peut-être la théorie des organisations extrémistes comme Al-Qaïda ou Daesh. Alors effectivement, nous sommes face à un discours pour la consommation locale sioniste, donc qui parle de détruire le Hamas, qui parle donc d'éradiquer les extrémistes donc du Hamas, et d'autres qui fantasment sur cette idée donc de ce grand Israël. Et là, le fait de détruire, comme ils sont en train de le faire, c'est quelque part de dire à la communauté sioniste, donc c'est je dirais, pour la consommation intérieure. Là, nous allons réfléchir à faire sortir donc les Gazaouis de Gaza, et puis on va essayer de la reprendre pour essayer d'en faire donc d'autres kibbutz et d'autres donc transplanter, enfin je dirais les colonies, effectivement, les colonies donc israéliennes. C'est ce qui est en train d'être fait également dans la West Bank, donc en Cisjordanie, avec l'expropriation récemment de terrains de Palestiniens pour mettre en place donc un édifice public. On parle d'un petit aéroport donc du côté de la Cisjordanie. Effectivement, il y a beaucoup de discours qui est en train d'être donnés par le cabinet de guerre, qui ont dans une position, la vérité, très très embarrassante. Alors, d'une part, ils n'arrivent pas à satisfaire, c'est-à-dire lorsqu'on essaie d'analyser un peu quelles sont les victoires de cette entité sioniste, malgré tout l'arsenal qu'il possède, malgré cette aide qui a été fournie par tous les pays qui sont responsables de ce génocide. Je parle des États-Unis, je parle de l'Allemagne, je parle donc de la Grande-Bretagne. Et bien finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc l'entité sioniste ne peut pas se targuer et de dire « nous avons gagné quoi que ce soit », sauf un génocide qui est en train de faire comprendre au monde que le sionisme en tant que mouvement, qu'on a présenté comme un mouvement victime de l'Holocauste, victime de toutes ces considérations historiques que nous connaissons tous, eh ben, c'est un des régimes les plus barbares. C'est une idéologie, je dirais, de Moyen Âge qui essaie d'exterminer donc des enfants, des femmes, des seniors. Et finalement, ils n'ont rien gagné finalement, sauf détruire la bande de Gaza. Ils sont pas parvenus à démanteler le Hamas. Ils sont pas parvenus donc à arrêter les incursions, je dirais, de missiles sur les kibbutz donc limitrophes de la bande de Gaza. Et ils sont pas parvenus surtout, et c'est là le clou de l'histoire, je pense qu'il faut faire la focus dessus, ils sont pas parvenus à libérer les otages. Pire encore, avant-hier, ils ont même tiré sur 3 otages, ce qui est incroyable, et c'est qui a donné donc le tollé que vous avez certainement remarqué dans les médias sionistes. Donc, ils sont incapables de protéger leurs compatriotes.
Justement, restons sur cette question. Peut-être il y a eu un mythe autour de cette armée sioniste pendant tellement d'années. On se rend compte, depuis une semaine, cette armée ne semble pas avancer sur Gaza. Selon les rapports officiels des militaires sionistes, justement, selon leurs données, 27% des officiers sionistes ont été éliminés, soit plus de 108 membres, malgré l'embargo, la violence, l'occupation, l'oubli aussi peut-être de la communauté internationale pendant quelques années. La résistance palestinienne, non seulement est présente, mais a montré ou démontré une forme d'intelligence, alors que certains la disaient condamnée. Alors effectivement, ce que vous êtes en train de dire est très très important et très symptomatique aussi. Alors, vous vous rappelez certainement les images qui ont circulé avant-hier et hier autour de ce tunnel que l'entité sioniste a découvert et qui a permis finalement à ce que le Hamas circule librement sous la bande de Gaza. Et ben finalement, il y a eu un geste de sarcasme de la part du Hamas en montrant une vidéo dans laquelle ils leur ont dit « vous êtes arrivés trop tard ». Donc nous, on a fait le job, on est arrivé donc le 7 octobre, on a pris ce que nous voulons. Nous avons également des otages, effectivement, ce sont les images là donc que vous êtes en train de passer, effectivement. Donc et finalement, donc vous êtes arrivés, ce que vous avez essayé de deviner avec vos matos très très je dirais technologiquement avancés, à la technologie de la pointe, avec le Mossad qu'on a présenté comme le service secret le plus informé au monde. Et ben finalement, d'abord, vous n'êtes pas parvenu à comprendre ce qui s'est passé le 7, vous l'avez pas anticipé. Ensuite, avec vos informateurs, avec tout ce que vous avez comme matos, avec l'aide des États-Unis, eh ben vous ne savez même pas où sont les otages. Et c'est là, je pense, où l'entité sioniste se retrouve, ou du moins donc le gouvernement Netanyahou se retrouve devant un dilemme incroyable. S'il arrête la guerre, il est perdant et c'en est fini pour donc la carrière politique de Netanyahou et les procès de malversation, de corruption vont le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Qui doivent se tenir cette semaine d'ailleurs. Effectivement. Donc, et s'il continue, eh ben, c'est l'embrasement de la région. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de l'embrasement de la région. Vous êtes en train de voir un peu ce que font les Houthis. Heureusement d'ailleurs, et ce que font donc les résistants, donc et la résistance de Hezbollah dans le Liban Sud. Alors, justement, cette puissance ou cette violence des bombardements sionistes ne correspond pas aussi à une forme, à la résistance palestinienne. C'est-à-dire, on se rend compte que plus la résistance palestinienne marque des points, excusez-moi l'expression familière, et plus les sionistes de l'autre côté, comme ils n'arrivent pas à cacher ou à combler leurs déficits, font montre d'une démonstration de puissance exceptionnelle pour justement cacher leurs échecs finalement. Effectivement, lorsqu'on essaie peut-être de faire la comparaison entre les bombardements qui se font d'en haut et puis l'avancée du Tsahal, donc sur le sol. Et là, on est en train de remarquer que malgré ces bombardements qui ne distinguent personne, donc ces milliers de tonnes qui ont été donc lancées sur la bande de Gaza à travers les avions donc sionistes, eh ben elles ont servi à faire un génocide, l'un des pires génocides que l'humanité est en train de voir. Et puis d'un autre côté, ils sont les combattants, enfin donc les soldats de l'entité sioniste sont en train de s'embourber dans un marécage incroyable à Gaza. Vous avez évoqué tout à l'heure, donc le quart donc des forces d'élite de Golani, donc cette entité qui fait je dirais la fierté donc de Tsahal, a été éliminée. Donc là, ils se sont pris dans un bourbier tellement important, et effectivement, ils le savaient, mais ils n'avaient aucune autre solution que d'aller pour essayer peut-être donc
de faire sortir les otages. Et là, c'est devenu un cimetière pour l'entité sioniste. Là, nous sommes encore une fois, nous sommes en train de regarder ce que diffuse donc le bras, je dirais, de propagande de Hamas. Et là, nous sommes en train de remarquer que c'est incroyable. Là, nous sommes dans une guerre et ils filment carrément donc comment on est en train de faire exploser une Merkava, comment on est en train de tuer donc un contingent de soldats qui a pris donc qui est dans un abri particulier, et c'est un photographe qui est derrière, c'est un caméraman qui est derrière. Vous et moi savons très bien, nous sommes journalistes, donc savons très bien ce que cela signifie en tant que de guerre. Là, effectivement, je pense que le Hamas est en train d'attirer l'entité sioniste dans le bourbier gazaoui. C'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers de martyrs, mais quelque part, c'est le coût à payer pour la liberté, et le coût de la liberté, c'est un coût qui est très très cher, malheureusement. Anis Mouraï, on entendait souvent dire que les armées occidentales et l'armée sioniste dotées d'armes sophistiquées, armes de pointe, armes de surveillance, que les guérillas n'avaient aucune chance contre ces armées. On avait l'impression qu'il y avait une suprématie et que c'était en quelque sorte la fin de l'histoire. On se rend compte que aussi cette manière de faire la guerre, le tout technique, le tout technologique, a quand même ses limites. On l'avait vu à Fallujah pendant un bombardement qui a duré 1 an pour, entre guillemets, sécuriser la ville, alors que la résistance irakienne était encore là, malgré la force de feu de l'armée américaine. Là, on le voit avec l'armée sioniste qui met, entre guillemets, le paquet, hein, on va le dire familièrement. Et pourtant, ils n'arrivent pas à avancer et pénétrer Gaza. C'est aussi cette façon de faire la guerre un peu trop moderne aussi qui montre sa caducité, en tout cas sa limite. Effectivement. Alors, ce qu'il faut peut-être nuancer à ce propos, c'est que là, vous avez une armée régulière qui est en train de combattre donc une guérilla. Et vous savez que la guérilla est très difficile à manier lorsqu'on part sur une guerre dans des villes. L'Algérie en connaît quelque chose. C'est ce qui est en train donc d'arriver. Là, vous êtes en train de montrer ces photos-là. Donc comment ce contingent, je dirais, d'armées sionistes, voilà. Et puis donc le bazooka qui essaye donc effectivement de détruire donc cet engin-là. Effectivement, là, on parle peut-être d'entité sioniste et de la guerre de l'entité sioniste, des soldats de l'entité sioniste et de l'armée de l'entité sioniste face éventuellement à une armée régulière, ce que nous avons peut-être lu et vu lors de 67, 73 également, donc dont on a vu dans l'histoire. Mais là, actuellement, ça n'a rien à voir. C'est une question par rapport à un autre type de guerre, là où les résistants du Hamas sont plus importants. J'ajouterai autre chose, avant peut-être de finir sur ce truc-là, sur cet aspect-là, excusez-moi du terme. Là, vous avez des combattants qui combattent pour ne pas être déracinés de leurs racines. Et vous avez d'autres qui viennent, donc je parle de l'entité sioniste, des soldats, certains sont de France, les autres sont d'Italie, les autres sont de la Pologne, et les autres sont de je ne sais pas moi, des États-Unis. Ils n'ont pas de réel ancrage. Ils n'ont aucun enracinement, sauf peut-être la volonté d'exproprier et la volonté de violer des terres qui ne sont pas les leurs. Alors, à ce moment-là, des snipers sionistes ont assassiné ce samedi, en plus du surplus de victimes palestiniens, mais on voulait s'attarder sur ces deux victimes particulières qui sont palestiniennes d'origine chrétienne, alors qu'elles avaient trouvé refuge dans la paroisse catholique de Sainte-Famille à Gaza, qui a été attaquée par l'armée sioniste. 2 femmes chrétiennes, mère et fille. Il s'agit de Nahida Khalil Anton et Safi Samar Kamal Anton, qu'on voit à l'écran, qui avaient trouvé donc refuge dans cette église, qui ont été tués. On n'a pas entendu les journalistes européens qui, à l'accoutumée, nous disent qu'ils sont inquiets pour les chrétiens d'Orient, alors que par rapport à ces 2 victimes, on a opté pour le silence ou le mutisme. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, cher monsieur, il faut juste voir le comportement des médias occidentaux face à la 60 ou 70 journalistes qui ont péri durant cette guerre.
avant Shirin Abu Akleh, donc elle a été tuée par l'armée, par le Tsahal, et durant cette guerre-là, il y a eu pas moins de 70 journalistes qui ont péri, sans oublier leurs familles. Et donc, on n'a pas entendu ni Reporters sans frontières, ni d'autres organes, et encore moins des journalistes ou peut-être des éditorialistes donc de l'Occident parler de ce génocide qui concerne les journalistes. Alors aujourd'hui, rien n'arrête cette machine, ni la chrétienté, non, ni Anis Mouraï, on disait que les chrétiens d'Orient, on disait que les chrétiens d'Orient ne sont pas à l'abri au milieu des musulmans, au milieu des pays musulmans, alors qu'on voit que non seulement ce sont des Palestiniens chrétiens, il y en a aussi beaucoup en Cisjordanie, surtout en Cisjordanie, mais eux-mêmes sont ciblés. Donc le deux poids deux mesures est effectif par rapport à ce cas, par rapport à ce silence des médias occidentaux, justement. Alors effectivement, lorsque vous avez un cabinet de guerre qui est composé par des extrémistes tels Ben Gvir, tels donc Gallant, tel Netanyahou, imaginez un peu les propos qu'ils sont en train de tenir. Rappelez-vous donc au début de l'opération donc du déluge de l'Aqsa, Gallant qui disait que ces Palestiniens ne sont pas des humains. Alors, traduisez ça donc à un soldat qui est sur le terrain, qui a toute la force et toute la latitude de faire ce qu'il veut, et là, il sait très bien qu'il ne sera pas inquiété lorsqu'il va assassiner ou lorsqu'il va violer ou lorsqu'il va donc torturer ou lorsqu'il va faire donc un acte aussi odieux comme ils sont en train d'en faire. Et donc finalement, le tempo, je dirais, politique et le discours politique de ce cabinet de guerre que je qualifie donc de raciste, de génocidaire, est en train de donner patte blanche donc à tous ces soldats, à toute son armée pour faire les exactions les plus incroyables qui sont en train d'arriver actuellement donc dans ce monde-là, avec bien évidemment une mention très très importante, la complicité encore une fois de ceux qui nous ont cassé la tête avec les considérations des droits de l'homme. Je parle de ces pays occidentaux, notamment la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui, in fine, à mon sens, il y a de droits de l'homme que pour leurs ressortissants. Mais pour les autres, les droits de l'homme sont une géométrie variable. Alors, Anis Mouraï, sur un autre sujet, Égypte, Abdel Fattah Sisi en passe pour un troisième mandat de 6 ans. Un commentaire d'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous évoque? Écoutez, c'est à chaud, comme ça, une réaction à chaud. Oui, bon écoutez, c'était prévisible, donc aujourd'hui, sous l'armée, matérialisé par Abdel Fattah Sisi, c'est son troisième mandat. Mais c'est-à-dire qu'il représente l'équilibre régional, parce qu'on reconnaît quand même en Sisi qu'il a su quand même résister à la pression à la fois des sionistes et des Américains, puisqu'on a voulu organiser des camps palestiniens en libérant le passage de Rafah vers l'Égypte pour que les Palestiniens s'installent. Et lui, il s'était quand même refusé à ça, parce que l'opinion quand même égyptienne qui existe et qui est pro-palestinienne, donc il a su résister à ça et qu'il a quand même ouvert le canal de Rafah pour laisser passer quand même des camions humanitaires. Et malgré tout, il représenterait peut-être un équilibre régional. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il représente certainement un équilibre régional, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est tenu par la convention de Camp David, donc en 78. Et donc aujourd'hui, ce que fait l'Égypte est certainement important pour essayer de dire non à la furie furieuse donc de l'entité sioniste, doublée par le chèque à blanc donc donné par les Américains. Mais la question qui se pose certainement, il ne peut pas accepter que les Gazaouis soient pris au Sinaï, tout simplement parce que c'est une question donc de sécurité nationale pour l'Égypte. Ça peut pas se faire. D'abord, de un pour lui, de deux, je pense qu'une élection donc un troisième mandat. Mais la question qui se pose également, est-ce que cela traduit réellement la volonté du peuple égyptien? Moi, je ne donne pas trop d'intérêt donc à des chiffres qui sont faits dans une dictature. Donc c'est pour cela le Sisi, je pense,
Oui. Il est en train de faire un travail, mais il est accablé par le poids de la Merci. tension dans la région. Et je pense que sa position est une position défensive Et plus qu'une position offensive. Merci, Et Anis tout Moulay. le malheur, je termine avec ça, tout le malheur, c'est de retrouver la bande de Gaza qui est entourée par des centaines de millions d'Arabes, mais que ces Merci, gens-là Anis Moulay. ne sont pas en train de bouger. Merci Anis Moulay pour toutes vos explications et toutes vos analyses. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique et vous intervenez à partir de Tunis. Merci d'avoir été avec nous. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et la suite des programmes sur Albert News.